Chapitre 30. Il en était de la petite ville d'eau allemande où étaient arrivés les Scherbatsky, comme de tous les endroits où des gens se réunissent. Il s'y était opéré une sorte de cristallisation de la société, assignant à chacun de ses membres une place déterminée et immuable. De même que des gouttes d'eau exposées au froid prennent immanquablement la forme précise de cristaux de neige, les nouveaux baigneurs étaient aussitôt placés au rang qui leur convenait. Fürst Scherbatsky samt Gemahlin und Doktor. Et par l'appartement qu'ils occupaient, et par leur nom et par les relations qu'ils se firent, furent aussitôt cristallisés à la place précise qui leur était destinée. Au zoo, cette année-là, était venue une authentique Fürstin allemande, qui contribua à une cristallisation encore plus énergique de la société. La princesse Scherbatsky voulut absolument lui présenter sa fille, et cette cérémonie eut lieu dès le lendemain de leur arrivée. Kitty fit une profonde et gracieuse révérence dans la robe d'été, toute simple, c'est-à-dire très élégante qu'on lui avait commandée à Paris. La Fürstin dit « J'espère que les roses renaîtront bientôt sur ce charmant minois. » Et les Scherbatsky furent aussitôt engagés dans une ornière dont il leur fut impossible de sortir. Ils firent connaissance d'une famille anglaise, d'une Grafen allemande, de son fils, blessé au cours de la dernière guerre, d'un savant suédois, de M. Canut et de sa sœur. Mais les Scherbatsky firent leur principale société d'une dame de Moscou, Marie Evgenievna Rtchichev, de sa fille, qui déplaisait à Kitty parce qu'elle était, comme elle, tombée malade à la suite d'une déception sentimentale, et d'un colonel de Moscou que Kitty avait vu depuis l'enfance en uniforme à épaulettes et qui, ici, avec ses petits yeux et son cou découvert entouré d'une cravate de couleur, était extrêmement ridicule et fastidieux par sa façon de s'accrocher à vous. Lorsque tout cela fut fixé solidement, Kitty s'ennuya d'autant plus que le prince était parti à Carlsbad et qu'elle restait seule avec sa mère. Elle ne s'intéressait pas aux gens qu'elle connaissait, sentant qu'elle n'en tirerait pas plus rien de nouveau. Sa principale occupation intellectuelle consistait à observer des gens qu'elle ne connaissait pas et à faire des conjectures à leur sujet. De par sa nature, Kitty supposait toujours aux gens, surtout à ceux qu'elle ne connaissait pas, les qualités les plus admirables. Maintenant encore, échafaudant des suppositions sur les rapports qu'entretenaient les gens entre eux et sur leur caractère, elle imaginait des âmes sublimes et trouvait des confirmations à ses observations. Une des personnes qui l'intéressait le plus était une jeune fille arrivée avec une dame russe que tout le monde appelait Madame Stahl. Cette dernière appartenait à la meilleure société, mais elle était si malade qu'elle ne pouvait marcher, et elle ne sortait que par les rares jours de beau temps, dans une petite voiture. Elle ne fréquentait pas les Russes, et la princesse assurait que c'était sa fierté plus que son état de santé qui en était la cause. La jeune fille soignait Madame Stahl et, de plus, Kitty avait remarqué qu'elle s'était rapprochée de tous les grands malades, fort nombreux aux zoo, et les soignait avec un parfait naturel. Cette jeune fille, d'après les constatations de Kitty, n'était pas apparentée à Madame Stahl, mais ce n'était pas non plus une garde-malade rétribuée. Madame Stahl l'appelait Varenka, et les autres, Mademoiselle Varenka. Outre l'intérêt qu'elle trouvait à observer les rapports de cette jeune fille avec Madame Stahl et avec les autres personnes qu'elle ne connaissait pas, Kitty, comme cela arrive souvent, éprouvait une sympathie inexplicable pour Mademoiselle Varenka et sentait, au regard qu'elles échangeaient, qu'elle lui plaisait aussi. Mademoiselle Varenka, quoiqu'encore très jeune, n'avait, pour ainsi dire, pas de jeunesse. On pouvait lui donner aussi bien 19 que 30 ans. Si l'on analysait ses traits, on la trouvait, malgré sa pâleur maladive, plutôt jolie que laide. Elle eût été bien faite, n'était son extrême maigreur et sa tête disproportionnée pour sa taille moyenne, mais elle ne devait pas être attirante pour les hommes,
Elle ressemblait à une belle fleur encore ornée de pétales, mais fanée et sans parfum. De plus, elle manquait, pour plaire aux hommes, de ce qui débordait en Kitty, une animation contenue et la conscience de son charme. Elle paraissait toujours absorbée par des devoirs sérieux et, par suite, semblait ne pouvoir s'intéresser à rien d'autre. C'était ce contraste avec elle-même qui attirait surtout Kitty. Elle sentait qu'elle trouverait dans la vie de cette jeune fille un exemple de ce qu'elle cherchait maintenant au prix de telles souffrances. Des intérêts, une dignité, qui n'eussent plus rien de commun avec les rapports mondains de jeune fille à jeunes gens, qui la révoltaient tant maintenant et lui faisaient l'effet d'un étalage dégradant de marchandises attendant un acheteur. Plus Kitty observait son amie inconnue, plus elle se persuadait que cette jeune fille était cet être accompli qu'elle se représentait, et plus elle désirait faire sa connaissance. Les deux jeunes filles se rencontraient plusieurs fois par jour, et à chaque rencontre, les yeux de Kitty disaient « Qui êtes-vous ? Qu'êtes-vous ? C'est vrai, n'est-ce pas, que vous êtes l'être charmant que j'imagine. Mais pour l'amour de Dieu, ne croyez pas, ajoutait ce regard, que je veuille me jeter à votre tête. Je vous admire, simplement, et je vous aime. Moi aussi, je vous aime, et vous êtes très, très charmante. Et je vous aimerais encore plus si j'en avais le temps, répondait le regard de la jeune fille inconnue. Et, de fait, Kitty voyait qu'elle était toujours occupée. Ou bien elle ramenait du bain les enfants d'une famille russe, ou bien elle apportait un plaid à une malade et lui enveloppait les jambes, ou bien elle s'efforçait de distraire un malade irritable, ou encore elle choisissait et achetait des pâtisseries pour le café d'un de ses patients. Peu de temps après l'arrivée des Shtcherbatsky, se montrèrent pendant la cure du matin deux personnes qui attirèrent sur elle une attention hostile. C'était un homme de très haute taille, voûté, avec d'énormes mains, un vieux paletot trop court et des yeux noirs tout à la fois naïfs et effrayants, et une femme avenante, marquée par la petite vérole, mal mise et sans goût. Les reconnaissant pour des Russes, Kitty commença à bâtir autour d'eux dans son imagination un roman splendide et touchant. Et la princesse, qui avait appris par la courliste que c'était Nicolas Levin et Marie Nikolaïevna, expliqua à Kitty quel vilain homme était ce Levin-là, et tous les rêves qu'elle faisait au sujet du couple disparurent. Non tant à cause de ce que sa mère lui avait dit que parce que c'était le frère de Levin. Ils parurent soudain odieux à Kitty. Ce Levin-là éveillait maintenant en elle, avec ses mouvements nerveux du cou, une répulsion insurmontable. Elle croyait voir dans ses grands yeux effrayants qui la suivaient avec insistance une expression de haine et d'ironie, et elle évitait de le rencontrer. Chapitre 31. Il faisait mauvais. Il avait plu tout le matin et les malades, avec leurs parapluies, s'étaient rassemblés sous la galerie. Kitty était avec sa mère et le colonel de Moscou, qui se pavanait dans son veston à l'européenne, acheté tout fait à Francfort. Il suivait un des côtés de la galerie en s'efforçant d'éviter Levin, qui allait et venait de l'autre côté. Varenka, dans une robe sombre, coiffée d'un chapeau au bord rabattu, arpentait la galerie dans toute sa longueur à côté d'une Française aveugle, et, chaque fois qu'elle croisait Kitty, elles échangeaient des regards amicaux. « Maman, est-ce que je peux lui parler ?» dit Kitty, en suivant des yeux son amie inconnue, et en remarquant qu'elle s'approchait de la source et qu'elle pourrait s'y retrouver. « Oui, si tu en as envie. Je vais prendre des renseignements sur elle et j'irai moi-même la trouver, » lui répondit sa mère. « Que lui trouves-tu de particulier ? C'est sans doute une dame de compagnie. Si tu le désires, je ferai connaissance avec Madame Stahl. J'ai connu sa belle-sœur, » ajouta la princesse en relevant fièrement la tête.
Kitty savait que la princesse était piquée de ce que Madame Stahl sembla éviter de faire sa connaissance. Elle n'insista pas. « Elle est vraiment charmante, » dit-elle en regardant Varenka au moment où celle-ci tendait un verre à la française. « Regardez comme elle fait tout simplement, gentiment. »« Tu me fais mourir de rire avec tes engouements, » dit la princesse. « Non. Éloignons-nous plutôt, » reprit-elle, en voyant approcher Lévin avec sa compagne et un docteur allemand, à qui il disait quelque chose à haute voix et d'un ton courroucé. Elle faisait demi-tour, lorsque soudain elles entendirent non plus une conversation mais des éclats de voix. Lévin, qui s'était arrêté, criait, et le docteur s'échauffait à son tour. On s'attroupait autour d'eux. La princesse et Kitty s'éloignèrent précipitamment, et le colonel se joignit à la foule pour savoir ce qui arrivait. Au bout de quelques minutes, le colonel les rattrapa. « Qu'est-ce que c'était » demanda la princesse. « C'est une honte et une abomination, » répondit le colonel. « Il n'y a rien de pire que de rencontrer des Russes à l'étranger. Ce grand monsieur s'est disputé avec le docteur, lui a dit des sottises parce que l'autre ne le soignait pas comme il fallait, et a brandi sa canne. C'est une pure honte. »« Ah, comme c'est désagréable, » dit la princesse. « Et comment cela s'est terminé ?» Heureusement qu'à ce moment est intervenue cette personne avec un chapeau en forme de champignon. Une Russe, je crois, dit le colonel. « Mademoiselle Varenka » demanda Kitty, toute joyeuse. « Oui, c'est cela. Elle s'est trouvée là, la première, pour prendre ce monsieur par le bras et l'emmener. »« Vous voyez, maman, » dit Kitty à sa mère, « et vous vous étonnez de mon enthousiasme pour elle. » Le lendemain, en observant son ami inconnu, Kitty remarqua que Mademoiselle Varenka était dans les mêmes termes avec Lévin et sa compagne qu'avec tous ses autres protégés. Elle allait les trouver, leur parler, servait d'interprète à la femme qui ne parlait aucune langue étrangère. Kitty pria encore plus vivement sa mère de lui permettre de faire connaissance de Varenka. Quoiqu'il fût désagréable à la princesse d'avoir l'air de forcer l'intimité de Madame Stahl, qui se permettait de faire la fière, elle prit des renseignements sur Varenka, et les détails qu'on lui fournit lui ayant permis de conclure qu'il n'était nullement déshonorant, sinon très flatteur, d'entrer en relation avec la jeune fille. Elle fit les premiers pas. Choisissant le moment où sa fille était à la source, et où Varenka s'était arrêtée devant la boulangerie, la princesse l'aborda. « Permettez-moi de me présenter, » dit-elle avec un sourire plein de dignité. « Ma fille est amoureuse de vous. Vous ne me connaissez peut-être pas, « C'est plus que réciproque, princesse, » répondit vivement Varenka. « Vous avez rendu un grand service hier à notre malheureux compatriote, » dit la princesse. Varenka rougit. « Je ne me souviens pas. Il me semble que je n'ai rien fait, » dit-elle. « Mais si, vous avez tiré ce Lévin d'un mauvais pas. »« Ah oui !» Sa compagne m'a appelé et j'ai essayé de le calmer. Il est très malade et il est mécontent de son médecin. J'ai l'habitude de soigner ce genre de malade. On m'a dit que vous habitiez Menton avec votre tante, Madame Stahl, je crois. J'ai connu sa belle-sœur. Ce n'est pas ma tante, je l'appelle maman, mais nous ne sommes pas parentes. J'ai été élevée par elle, répondit Varenka en rougissant à nouveau. Ceci fut dit si simplement. L'expression ouverte et franche de son visage était si gracieuse que la princesse comprit pourquoi Kitty s'était éprise de cette Varenka. « Que va faire ce Lévin » demanda la princesse. « Il s'en va, » répondit Varenka. À ce moment, Kitty revint de la source. En voyant que sa mère avait fait connaissance avec son ami inconnu, son visage s'était mis à resplendir. « Eh bien, Kitty, ton ardent désir de connaître mademoiselle. »« Varenka, » lui souffla la jeune fille. « Tout le monde m'appelle ainsi. » Kitty rougit de bonheur et serra longtemps, sans mot dire, la main de sa nouvelle amie, qui la lui abandonna sans répondre à cette pression. Mais le visage de mademoiselle Varenka s'était illuminé d'un sourire doux, joyeux, quoiqu'un peu mélancolique, qui découvrait des dents grandes mais belles.
Il y a longtemps que je le désirais, dit-elle. Mais vous êtes tellement occupé. Ah, au contraire, je n'ai rien à faire, dit Varenka. Mais, à l'instant même, elle dut quitter ses nouvelles amies car deux petites filles russes, les filles d'un malade, arrivaient en courant. Varenka, maman nous appelle, crièrent-elles, et Varenka les suivit. Chapitre 32. Voici ce que la princesse avait appris sur le passé de Varenka, sur ses rapports avec Madame Stahl et sur cette dernière. Madame Stahl, dont les uns disaient qu'elle avait rendu son mari malheureux par son inconduite, tandis que d'autres faisaient le même reproche à son mari, était toujours dans un état d'exaltation maladive. Lorsqu'elle avait, déjà séparée de son mari, mis au monde son premier enfant, cet enfant était mort aussitôt et les parents de Madame Stahl, connaissant sa sensibilité et craignant que cette nouvelle ne la tuât, lui avaient substitué la fille d'un cuisinier de la cour, née la même nuit, dans la même maison, à Pétersbourg. C'était Varenka. Madame Stahl avait appris plus tard que Varenka n'était pas sa fille, mais avait continué à l'élever. D'ailleurs, Varenka s'était bientôt trouvée seule au monde. Madame Stahl vivait déjà à l'étranger depuis plus de 10 ans, sans quitter son lit. Les uns disaient qu'elle s'était fait une situation sociale de sa vertu et de sa religion élevée. Les autres disaient qu'elle était vraiment cet être d'une haute moralité, dont elle avait revêtu le personnage, et qu'elle ne vivait que pour faire du bien à son prochain. Personne ne savait si elle était catholique, protestante ou orthodoxe, mais il était certain qu'elle entretenait des relations amicales avec les plus hautes personnalités de toutes les églises et de toutes les confessions. Varenka habitait avec elle. Tous ceux qui connaissaient Madame Stahl connaissaient et aimaient Mademoiselle Varenka. Ayant appris tous ces détails, la princesse ne trouva rien de répréhensible à un rapprochement de sa fille et de Varenka, d'autant plus que Varenka avait une excellente éducation. Elle parlait parfaitement anglais et français, et, surtout, elle avait transmis à la princesse le regret de Madame Stahl d'être, par sa maladie, privée du plaisir d'entrer en relation avec elle. Après avoir fait la connaissance de Varenka, Kitty fut de plus en plus séduite par son amie, et chaque jour, elle découvrait en elle de nouveaux mérites. La princesse, ayant entendu dire que Varenka avait une jolie voix, la pria de venir un soir chanter chez eux. Kitty joue du piano. Il y en a un chez nous, il n'est pas fameux, mais vous nous ferez grand plaisir, dit la princesse avec son sourire contraint, qui déplut d'autant plus à Kitty en cet instant où elle avait remarqué que Varenka n'avait pas envie de chanter. Et Varenka vint tout de même ce soir-là avec un cahier de musique. La princesse avait invité Marie Evgenievna, sa fille, et le colonel. Varenka semblait indifférente à la présence de personnes étrangères, et s'approcha du piano sans se faire prier. Elle ne savait pas s'accompagner, mais elle lisait très bien les notes. Kitty, qui jouait bien du piano, l'accompagna. « Vous avez un talent remarquable, » lui dit la princesse, après le premier morceau, que Varenka avait chanté fort joliment. Marie Evgenievna et sa fille la remercièrent et la complimentèrent. « Voyez le public qui s'est rassemblé pour vous écouter, » dit le colonel en regardant par la fenêtre. De fait, un assez grand nombre de personnes s'étaient attroupées sous les fenêtres. « Je suis très contente de vous avoir fait plaisir, » répondit Varenka avec simplicité. Kitty regardait son amie avec fierté. Elle était dans l'admiration et de son art, et de sa voix, et de son visage, mais elle était surtout enchantée de son attitude. Varenka faisait visiblement peu de cas de sa voix et était parfaitement indifférente aux éloges. Elle semblait seulement demander « Faut-il chanter encore ou est-ce assez ?» Si c'était moi, songeait Kitty, comme j'en tirerais de vanité, comme je serais heureuse de voir cette foule sous les fenêtres.
mais cela lui est tout à fait égal. Elle n'est guidée par le désir de ne pas refuser et d'être agréable à maman. Qu'y a-t-il donc en elle? Qu'est-ce qui lui donne la force de dédaigner tout, d'être calme, indépendante, comme je voudrais le savoir et l'apprendre d'elle, songeait Kitty, en contemplant ce visage paisible. La princesse demanda à Varenka de chanter encore, et Varenka chanta un second morceau, avec la même précision, la même aisance et la même perfection que le premier, debout, près du piano, en battant la mesure de sa main maigre et brune. Le morceau qui suivait dans le cahier était une chanson italienne. Kitty joua le prélude et se tourna vers son amie. « Passons celle-ci, » dit Varenka en rougissant. Kitty arrêta des yeux inquiets et interrogateurs sur le visage de Varenka. « Une autre, alors, » dit-elle précipitamment, en feuilletant le cahier et en comprenant aussitôt que ce morceau était lié à un souvenir. « Non, » reprit Varenka en posant la main sur la musique et en souriant. « Non, chantons cela. » Et elle chanta cette mélodie aussi calmement, froidement et impeccablement que les autres. Lorsqu'elle eut terminé, tous la remercièrent encore et allèrent prendre le thé. Kitty et Varenka se rendirent dans le petit jardin attenant à la maison. « Cette chanson est liée pour vous à un souvenir, n'est-ce pas ?» dit Kitty. « Ne me dites rien, ajouta-t-elle vivement. « Répondez-moi seulement. »« Pourquoi ? Je peux vous le dire, » répondit Varenka avec simplicité, et, sans attendre la réponse, elle poursuivit. « Oui, c'est un souvenir qui jadis m'était pénible. J'ai aimé un homme à qui je chantais cet air. » Kitty regardait avec de grands yeux, sans mot dire, et l'air ému. Je l'aimais et il m'aimait. Mais sa mère s'est opposée à notre mariage, et il en a épousé une autre. Maintenant, il habite non loin de nous. Je le vois de temps en temps. Vous ne pensiez pas que j'avais un roman, moi aussi, dit-elle. Et sur son joli visage apparut cette flamme qui, Kitty le sentait, l'illuminait jadis tout entière. Comment n'y aurais-je pas pensé ? Si j'avais été un homme, je n'aurais pu aimer personne après vous avoir connu. Je ne comprends même pas comment il a pu, pour complaire à sa mère, vous oublier et vous rendre malheureuse. Il n'avait pas de cœur. Oh, si, c'est un homme très bon. Et je ne suis pas malheureuse, au contraire, je suis très heureuse. Alors nous ne chanterons plus aujourd'hui, ajouta-t-elle en se dirigeant vers la maison. Comme vous êtes bonne, s'exclama Kitty, et, l'arrêtant, elle l'embrassa. Si je pouvais vous ressembler, ne fût-ce qu'un peu. Pourquoi voudriez-vous ressembler à quelqu'un ? Vous êtes bien comme vous êtes, dit Varenka, avec son sourire doux, et là. Non, je ne suis pas bien du tout. Mais dites-moi. Attendez, asseyons-nous, dit Kitty, en la faisant rasseoir sur un banc à côté d'elle. Dites-moi, n'est-il pas insultant de penser qu'un homme a méprisé votre amour, qu'il l'a refusé ? Il ne l'a pas méprisé. Je crois qu'il m'aimait, mais c'est un fils respectueux. Oui, mais si ce n'était pas pour obéir à sa mère et de son propre mouvement, dit Kitty, sentant qu'elle livrait son secret et que son visage, brûlant du rouge de la honte, l'avait trahi. Alors il aurait mal agi, et je ne le regretterai plus, répondit Varenka, qui avait visiblement compris qu'il n'était plus question d'elle, mais de Kitty. Mais l'offense, dit Kitty. C'est impossible d'oublier l'offense, dit-elle, se rappelant son regard au dernier bal, pendant un arrêt de la musique. Où est l'offense ? Vous ne vous êtes pas mal conduite. Pire que cela, je me suis humiliée. Comment ? Dit Varenka. Vous n'avez tout de même pas dit à un homme indifférent que vous l'aimiez. Bien sûr que non. Je ne lui en ai jamais dit un mot, mais il le savait. Non, non, il y a des regards, des façons d'être. Je vivrai 100 ans que je n'oublierai pas. Voyons, je ne comprends pas. Il s'agit de savoir si vous l'aimez encore ou non, dit Varenka qui,
appeler les choses par leur nom. Je le hais. Je ne puis me pardonner. Alors, mais la honte, l'offense. Ah, si tout le monde était aussi sensible que vous, dit Varenka. Il n'y a pas une jeune fille qui n'ait éprouvé cela. Et tout cela n'est pas tellement important. Qu'est-ce qui est important alors, dit Kitty, en la dévisageant avec un étonnement curieux. Ah, beaucoup de choses, dit Varenka en souriant. Quoi? Ah, il y a beaucoup de choses plus importantes, répondit Varenka, ne sachant que dire. Mais, à ce moment, la princesse cria par la fenêtre. Kitty, il fait frais. Prends un châle ou retourne dans ta chambre. C'est vrai, il est temps, dit Varenka en se levant. Il faut encore que je passe chez Madame Berthe. Elle m'en a prié. Kitty la tenait par la main, et ses yeux l'interrogeaient avec une curiosité passionnée, suppliante. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc qui est plus important et qui vous donne une telle sérénité? Vous le savez, dites-le-moi. Mais Varenka ne comprenait même pas ce que demandait le regard de Kitty. Elle se rappelait seulement qu'il lui fallait encore passer chez Madame Berthe et rentrer à temps pour le thé de maman, à minuit. Elle rentra dans la maison, rassembla sa musique et voulut partir, après avoir pris congé de chacun. « Permettez que je vous accompagne, » dit le colonel. « Oui, vous ne pouvez rentrer seul, il fait nuit, » appuya la princesse. « Je vais vous donner au moins parachat. » Kitty vit que Varenka retenait avec peine un sourire à l'idée qu'on voulait l'accompagner. « Non, je sors toujours seule et jamais il ne m'arrive rien, » dit-elle en prenant son chapeau. Et après avoir embrassé encore une fois Kitty, sans lui dire ce qui était important, d'un pas alerte, sa musique sous le bras, elle s'enfonça dans la demi-obscurité de la nuit d'été, emportant le secret de sa sérénité et de sa dignité si enviable. Chapitre 33. Kitty fit la connaissance de Madame Stahl et ses rapports avec elle, ainsi que son amitié pour Varenka, non seulement exercèrent sur elle une grande influence, mais la consolèrent dans son chagrin. Grâce à cette amitié, elle découvrit un monde entièrement nouveau, qui n'avait rien de commun avec son passé. Un monde élevé, admirable, du haut duquel on pouvait tranquillement contempler ce passé. Elle découvrit qu'en dehors de la vie instinctive, à laquelle elle s'était abandonnée jusqu'à présent, il existait une vie spirituelle. On avait accès à cette vie par la religion, mais une religion qui ne ressemblait en rien à celle qu'avait connue Kitty depuis l'enfance, et qui consistait à assister à la messe et à vigile à l'hospice des veuves, où l'on pouvait rencontrer des gens de connaissance et apprendre par cœur des textes slavons avec le prêtre de la paroisse. C'était une religion élevée, mystérieuse, liée à des pensées et à des sentiments sublimes. Non seulement on pouvait y croire parce qu'on vous l'ordonnait, mais on pouvait l'aimer. Kitty apprit tout cela autrement que par des paroles. Madame Stahl lui parlait comme à une gentille enfant, qu'on admire, comme un rappel de sa jeunesse. Une fois seulement, elle fit allusion à la consolation que seul l'amour et la foi apportent dans les souffrances humaines, et ajouta qu'il n'était pas de douleur insignifiante pour le Christ compatissant. Puis elle changea aussitôt de conversation. Mais Kitty, dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses paroles, dans chacun de ses regards célestes, comme disait la jeune fille, et surtout dans toute l'histoire de sa vie, qu'elle sut par Varenka, découvrait ce qui était important, et ce qu'elle avait ignoré jusqu'à ce jour. Cependant, quelque élevé que fût le caractère de Madame Stahl, quelque touchante que fût son histoire, quelque sublime et tendre que fussent ses discours, Kitty involontairement surprenait en elle certains traits de caractère qui la désorientaient. Elle remarqua qu'en interrogeant sur sa famille, Madame Stahl avait souri dédaigneusement, ce qui était contraire à la
charité chrétienne. Elle remarqua encore, un jour, qu'elle trouva chez elle un prêtre catholique, que Madame Stahl tenait soigneusement son visage dans l'ombre de l'abat-jour et souriait de façon étrange. Tout insignifiantes que fussent ces observations, elles la troublèrent, et Kitty commença à douter de Madame Stahl. Par contre, Varenka, seule, sans parents, sans amis, avec sa triste déception, ne désirant rien, ne regrettant rien, était cette perfection achevée à laquelle Kitty se permettait seulement de rêver. Grâce à Varenka, elle comprit qu'il suffisait de s'oublier et d'aimer les autres pour être tranquille, heureuse et belle. C'était ce que Kitty voulait être. Ayant compris maintenant clairement ce qui était le plus important, Kitty ne se contenta plus de s'exalter, mais se donna aussitôt de toute son âme à cette vie nouvelle qui s'ouvrait devant elle. D'après les récits que Varenka lui fit de l'activité de Madame Stahl et d'autres personnes qu'elle lui nomma, Kitty se traça un plan de son existence future. À l'exemple d'Aline, une nièce de Madame Stahl dont Varenka lui avait beaucoup parlé, elle irait, partout où elle vivrait, à la recherche des malheureux pour les aider, dans la mesure du possible. Elle distribuerait des évangiles, lirait l'évangile aux malades, aux criminels et aux mourants. La pensée de lire l'évangile aux criminels, comme Aline, séduisait tout particulièrement Kitty. Mais c'était là des rêves secrets dont elle ne faisait part ni à sa mère, ni à Varenka. Au reste, en attendant le moment d'exécuter son plan sur une échelle plus vaste, Kitty, dès maintenant, aux zoo, où il y avait tellement de malades et de malheureux, trouva aisément l'occasion d'appliquer ces nouveaux principes, à l'exemple de Varenka. Au début, la princesse remarqua simplement que Kitty subissait l'influence de son engouement, comme elle disait, c'est-à-dire de Madame Stahl et de Varenka. Elle voyait que Kitty non seulement imitait Varenka dans son activité, mais l'imitait aussi involontairement dans sa façon de marcher, de parler et de cligner des yeux. Ensuite, la princesse remarqua qu'une grave transformation intérieure s'opérait en sa fille, indépendamment de cet envoûtement. Kitty lisait le soir un évangile en français que lui avait donné Madame Stahl, ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle évitait leurs relations mondaines et ne fréquentait plus que les malades protégés par Varenka, surtout la famille d'un peintre pauvre et malade nommé Petrov. Elle s'enorgueillissait visiblement de remplir dans cette famille le rôle de sœur de charité. Tout cela était louable, et la princesse ne trouvait rien à y redire, d'autant plus que la femme de Petrov était une femme tout à fait comme il faut, et que la Fourstine, qui avait remarqué l'activité de Kitty, lui en avait fait compliment en l'appelant « ange consolateur ». Tout ceci était bel et bon si on n'allait point aux extrêmes. Or, la princesse voyait que sa fille allait trop loin, et elle le lui dit. « Il ne faut jamais rien outrer », lui dit-elle. Sa fille ne lui répondit rien. Elle pensait seulement au fond d'elle-même qu'on ne pouvait parler d'excès en matière de vie chrétienne. Pouvait-il y avoir un excès dans l'observance du précepte qui ordonne de tendre la joue droite quand on vous frappe sur la joue gauche, et de donner sa chemise quand on vous l'enlève votre manteau? Mais cet excès déplaisait à la princesse, et il lui déplaisait plus encore de sentir que Kitty refusa de lui ouvrir le fond de son âme. De fait, Kitty cachait à sa mère ses nouvelles convictions et ses nouveaux sentiments. Elle les lui cachait non parce qu'elle manquait de respect ou d'affection pour sa mère, mais uniquement parce que c'était sa mère. Elle se serait ouverte à n'importe qui, plutôt qu'à sa mère. Il me semble qu'il y a bien longtemps qu'Anna Pavlovna n'est venue nous voir, lui dit un jour la princesse en parlant de la femme de Petrov. Je l'ai invitée, et elle a eu l'air contrariée. Non, je n'ai pas remarqué, maman, dit Kitty, qui devint écarlate. Il y a longtemps que tu allais les voir? Nous devons faire demain une promenade en montagne, dit Kitty. Mais oui, allez donc, répondit la princesse, en examinant le visage troublé de sa fille et en s'efforçant de deviner la cause de son agitation. Ce même jour,
Varenka vint dîner et annonça qu'Anna Pavlovna renonçait à la promenade du lendemain. Et la princesse remarqua que Kitty rougissait à nouveau. « Kitty, ne s'est-il rien passé de désagréable entre toi et les Petrov ?» dit la princesse, lorsqu'elles se retrouvèrent seules. « Pourquoi a-t-elle cessé de nous envoyer les enfants et de venir nous voir ?» Kitty répondit qu'il n'y avait rien eu entre eux et qu'elle ne comprenait absolument pas pourquoi Anna Pavlovna semblait lui en vouloir. Elle disait l'entière vérité. Elle ignorait les raisons du changement d'attitude d'Anna Pavlovna à son égard, mais les devinait. Ce qu'elle devinait, elle ne pouvait le dire à sa mère, car elle ne se l'avouait pas à elle-même. C'était une de ces choses qu'on sait, mais qu'on n'ose pas se formuler à soi-même, dont il serait terrible et humiliant de se tromper. Elle repassait indéfiniment dans son imagination toutes ses relations avec cette famille. Elle se rappelait la joie naïve qui se reflétait sur le bon visage rond d'Anna Pavlovna lors de leur rencontre, leurs entretiens secrets au sujet du malade, leurs efforts pour le détourner du travail qui lui était interdit et l'emmener promener, l'attachement du plus petit qu'il appelait ma Kitty et qui ne voulait se coucher qu'avec elle, comme tout cela était agréable. Ensuite, elle se rappelait de la silhouette squelettique de Petrov, avec son long cou et sa redingote marron, ses cheveux rares et frisés, ses yeux bleus, interrogateurs qui l'effrayaient les premiers temps, et ses efforts maladifs pour paraître alerte et enjouée en sa présence. Elle se rappelait combien elle avait dû se faire violence au début pour surmonter la répulsion qu'il lui inspirait, ainsi que tous les poitrinaires et le mal qu'elle avait à trouver des sujets de conversation. Elle se rappelait ce regard timide et attendri qu'il posait sur elle, et l'étrange sentiment de compassion, de gêne qu'elle avait éprouvé alors, remplacé plus tard par la conscience de sa vertu. Comme tout cela était bien. Mais c'était au début. Maintenant, c'est-à-dire quelques jours auparavant, tout s'était gâté brusquement. Anna Pavlovna accueillait Kitty avec une amiabilité feinte, et ne cessait de l'observer ainsi que son mari. Était-il possible que la joie touchante que causait à Petrov la présence de Kitty fût la cause du refroidissement d'Anna Pavlovna ? Oui, se disait-elle, il y avait quelque chose d'affecté en Anna Pavlovna, et qui n'y ressemblait pas à sa bonté, quand elle m'avait dit avant-hier avec humeur. Il vous a attendu. Il ne voulait pas boire son café sans vous, et pourtant il est très affaibli. Oui, peut-être que cela lui a été désagréable aussi, que je lui donne son plaid. Pourtant, c'était bien simple, mais il a paru si gêné, m'a tellement remercié que je me suis senti mal à l'aise. Et puis, il y a ce portrait de moi qu'il a fait faire et qui est si joli, mais surtout ce regard tendre et confus. Oui, c'est cela, se répétait Kitty avec terreur. Mais non, c'est impossible, cela ne doit pas être. Il fait tellement pitié, ajouta-t-elle. Ce doute empoisonnait le charme de sa nouvelle vie. Chapitre 34. Interrompant son traitement, le prince Tcherbatsky avait quitté Karlsbad pour Baden et Kissingen, où il était allé voir des compatriotes pour faire provision d'air russe, comme il disait, et était venu rejoindre sa femme et sa fille. Les idées du prince et de la princesse sur la vie à l'étranger étaient résolument opposées. La princesse trouvait tout merveilleux et, malgré sa position solide dans la société russe, s'efforçait à l'étranger de se donner des airs de dame européenne, ce qu'elle n'était pas, puisqu'elle était russe, et se composait des attitudes qui la mettaient mal à l'aise. Le prince, au contraire, trouvait tout odieux à la vie européenne. La vie européenne lui pesait. Il conservait ses habitudes russes et consacrait tous ses efforts à paraître à l'étranger moins européen qu'il n'était en réalité.
Le prince était revenu amaigri, avec des poches sous les yeux, mais très en train. Cette joyeuse humeur ne fit qu'augmenter lorsqu'il vit Kitty en voie de guérison. L'amitié de Kitty avec Madame Stahl et Varenka, et les remarques que lui transmit la princesse sur la transformation qui s'accomplissait en leur fille, troublèrent le prince et éveillèrent en lui ce sentiment habituel de jalousie qu'il éprouvait envers tout ce qui lui enlevait sa fille, et la crainte que Kitty n'échappât à son influence pour gagner des régions où il n'avait pas accès. Mais ces nouvelles désagréables furent noyées dans l'océan de bonhomie et de gaieté qu'il portait toujours en lui, et particulièrement depuis son retour de Carlsbad. Le lendemain de son arrivée, le prince, dans son long paletot, son visage bouffi, ridé, typiquement russe, enfoncé dans un col empesé, partit de très joyeuse humeur prendre les eaux avec sa fille. La matinée était splendide, les maisons propres et gaies avec leurs petits jardins, la vue des servantes allemandes nourries de bière, au visage et aux mains rouges, qui travaillaient gaiement, le soleil éclatant. Tout réjouissait le cœur. Mais plus il s'approchait de la source, plus souvent il croisait des malades, et leur vue semblait encore plus pénible dans le décor habituel de la vie allemande, si bien organisée. Ce contraste ne frappait plus Kitty. Le soleil radieux, l'éclat de la verdure, les sons de la musique étaient pour elle le cadre naturel de toutes ces figures de connaissance et des changements de leur état, dont elle suivait l'amélioration ou l'aggravation. Et pour le prince, la lumière et la splendeur de ce matin de juin, et les sons de l'orchestre qui jouait une valse entraînante à la mode, et surtout la vue des robustes servantes, lui semblaient indécents et monstrueux, à côté de ces cadavres ambulants qui s'étaient traînés ici de tous les coins de l'Europe. Malgré la fierté et le regain de jeunesse qu'il éprouvait à se promener au bras de sa fille préférée, il se sentait maintenant mal à l'aise et honteux de sa démarche ferme et de ses membres vigoureux et charnus. Il éprouvait presque le sentiment d'un homme déshabillé en public. « Présente-moi à tes nouveaux amis, » dit-il à sa fille, dont il serrait le bras contre lui. « Je me suis mis à aimer ton affreux Soden pour t'avoir guéri. Mais c'est bien triste ici. Qui est-ce » Kitty lui nommait les personnes connues ou inconnues qu'il croisait. À l'entrée du jardin, ils trouvèrent Madame Berthe, qui était aveugle, avec sa garde, et le prince fut heureux de l'expression affectueuse que prit la vieille Française en reconnaissant la voix de Kitty. Elle s'adressa aussitôt à lui, avec l'excès d'amabilité propre aux Français, et lui fit compliment de sa charmante fille, portant Kitty au nu en sa présence et l'appelant trésor, perle et ange consolateur. « Dans ce cas, c'est l'ange numéro 2, dit le prince en souriant. Elle dit que mademoiselle Varenka est l'ange numéro 1. Oh, mademoiselle Varenka est vraiment un ange. Allez, appuya madame Berthe. Sous la galerie, ils rencontrèrent Varenka en personne. Elle vint à eux d'un pas rapide, tenant à la main un élégant sac rouge. « Voici papa qui vient d'arriver, » lui dit Kitty. Varenka fit simplement et naturellement, comme tout ce qu'elle faisait, un geste qui tenait le milieu entre un salut et une révérence, et engagea aussitôt la conversation avec le prince, sur ce ton libre et dégagé qu'elle avait avec tout le monde. « Il va sans dire que je vous connais, et même très bien, » lui dit le prince avec un sourire qui apprit à Kitty sa grande joie, que son ami plaisait à son père. « Où vous hâtez-vous ainsi ?»« Maman est ici, » dit-elle en s'adressant à Kitty. Elle n'a pas dormi de toute la nuit et le docteur lui a conseillé de sortir. Je lui apporte son ouvrage. « Voici donc l'ange numéro 1, » dit le prince lorsque Varenka se fut éloignée. Kitty voyait qu'il avait envie de se moquer un peu de Varenka, mais qu'il ne le pouvait pas, car la jeune fille lui avait plu. « Eh bien, nous allons voir tous tes amis, » ajouta-t-il. « Même Madame Stahl, si elle daigne me reconnaître. »« Tu la connais donc, papa ?» lui demanda Kitty avec effroi, en remarquant la lueur d'ironie qui s'était allumée dans les yeux du prince au nom de Madame Stahl. « J'ai connu son mari. Et elle aussi, je l'ai connue un peu avant qu'elle ne s'enrôle chez les piétistes. »« Qu'est-ce que c'est qu'une piétiste, papa ?» demanda Kitty.
effrayée d'apprendre ce qu'elle prisait tant en Madame Stahl. Effrayée d'apprendre que ce qu'elle prisait tant en Madame Stahl avait un nom. Je ne le sais pas moi-même au juste. Je sais seulement qu'elle remercie Dieu pour tout, pour tous les malheurs qui lui arrivent. Elle remercie même Dieu de la mort de son mari. C'est plutôt comique, car ils ne s'entendaient pas. Qui est-ce ? Quel être pitoyable ? Demanda-t-il en remarquant un malade assis sur un banc, en redingote brune et en pantalon blanc, qui faisait des plis étranges sur ses jambes décharnées. Ce monsieur souleva son chapeau de paille, découvrant des cheveux rares et frisés et un front élevé qui avait rougi sous le chapeau. « C'est le peintre Petrov, » répondit Kitty, en rougissant. « Et voici sa femme, » ajouta-t-elle, en montrant Anna Pavlovna, qui, comme par un fait exprès, s'était levée pour courir après un de ses enfants, au moment où il s'approchait. « Comme il fait pitié, et quelle charmante figure il a, » dit le prince. « Pourquoi ne t'es-tu pas approché ? Il voulait te dire quelque chose. »« Allons-y alors, » dit Kitty en revenant résolument sur ses pas. « Comment allez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle à Petrov. Petrov se leva en s'appuyant sur sa canne et regarda timidement le prince. « C'est ma fille, » dit le prince. « Permettez que nous fassions connaissance. » Le peintre s'inclina et sourit, découvrant des dents blanches qui brillaient singulièrement. « Nous vous avons attendu hier, princesse, » dit-il à Kitty. Il chancela en disant ces mots et répéta son mouvement pour laisser croire qu'il l'avait fait exprès. « Je voulais venir, mais Varenka m'a dit qu'Anna Pavlovna l'avait fait prévenir que vous ne sortiriez pas. »« Comment ?» dit Petrov en rougissant et en se mettant aussitôt à tousser. Il chercha sa femme des yeux. « Annette ! Annette !» cria-t-il, et sur son cou blanc et fin, les veines se tendirent comme des cordes. Anna Pavlovna approcha. « Pourquoi tu fais dire à la princesse que nous n'irions pas en promenade ?» lui dit-il à voix basse, d'un ton irrité, car il s'était enroué. « Bonjour, princesse, » dit Anna Pavlovna, avec un sourire forcé, si différent de son accueil d'autrefois. « Très heureuse de faire votre connaissance, » dit-elle au prince. « Nous vous attendions depuis longtemps, prince. »« Pourquoi donc as-tu fait dire à la princesse que nous ne sortirions pas ?» répéta le peintre d'une voix rauque, d'un ton encore plus courroucé, et s'irritant visiblement d'autant plus que sa voix le trahissait et qu'il ne pouvait donner à ses paroles l'expression qu'il eût désirée. « Ah, mon Dieu, j'ai cru que nous ne sortirions pas, » répondit sa femme avec humeur. « Comment cela ?» Quand il se mit à tousser et fit de la main un geste d'impuissance. Le prince souleva son chapeau et s'éloigna avec sa fille. « Oh, oh !» fit-il en poussant un gros soupir. « Oh, les malheureux !»« Oui, papa, » répondit Kitty. « Ils ont 3 enfants, pas de domestique, et presque aucune ressource. Il reçoit quelque chose de l'académie, » raconta-t-elle avec animation, s'efforçant de surmonter l'émotion que lui causait le changement étrange d'Anna Pavlovna à son égard. « Voici Madame Stahl, » dit-elle en montrant la petite voiture où, entourée de coussins, reposait sous une ombrelle une forme enveloppée de gris et de bleu ciel. C'était Madame Stahl. Derrière elle se tenait un Allemand robuste et à l'air revêche, qui la poussait. À ses côtés se trouvait un comte suédois, aux cheveux blonds que Kitty connaissait de nom. Plusieurs malades s'attardaient en passant devant la voiture, regardant cette dame comme quelque chose d'extraordinaire. Le prince se dirigea vers elle et, aussitôt, Kitty remarqua dans ses yeux la petite lueur d'ironie qui la troublait. Il s'approcha de Madame Stahl et engagea la conversation avec elle dans ce français impeccable que si peu de personnes parlent de nos jours, et se montra extrêmement gracieux et courtois. « Je ne sais si vous vous souvenez de moi, mais je dois me rappeler à votre souvenir pour vous remercier de vos bontés envers ma fille, » lui dit-il en se découvrant et en gardant son chapeau à la main. « Le prince Alexandre Shtcherbatsky, » dit Madame Stahl en levant sur lui ses yeux célestes, où Kitty vit une ombre de mécontentement. « Très heureuse, j'aime tellement votre fille. Votre santé laisse toujours à désirer ? Oh, je m'y suis faite maintenant, » dit Madame Stahl,
et elle présenta au prince le comte suédois. « Vous n'avez pas beaucoup changé, » lui dit le prince. « Je n'ai pas eu l'honneur de vous voir depuis 10 ou 11 ans. Oui. Dieu donne la croix et donne aussi la force de la porter. Je me demande souvent pourquoi une vie pareille se prolonge. De ce côté, dit-elle avec humeur à Varenka, qui ne lui enroulait pas son plaid autour des jambes exactement, comme elle l'eût désiré. Pour faire le bien, sans doute, dit le prince, dont les yeux riaient. Ce n'est pas à nous de juger, dit Madame Stahl, en surprenant cette nuance sur le visage du prince. Alors, vous m'enverrez ce livre, cher comte ? Merci beaucoup, dit-elle au jeune Suédois. Ah, s'écria le prince en apercevant le colonel de Moscou dans les parages, et, saluant Madame Stahl, il s'éloigna avec sa fille et avec le colonel qui s'était joint à eux. Voilà notre aristocrate, prince, dit le colonel avec une intonation moqueuse, car il était piqué de ce que Madame Stahl ne fût pas entrée en relation avec lui. Toujours la même, répondit le prince. L'avez-vous connue avant sa maladie, prince ? Je veux dire, avant qu'elle ne prenne le lit. Oui, je l'ai connue juste au moment où elle s'est alitée, dit le prince. On dit qu'elle ne se lève plus depuis 10 ans. Elle est restée couchée parce qu'elle a les jambes trop courtes. Elle est très mal faite. Papa, c'est impossible, s'écria Kitty. Une mauvaise langue l'assure, ma chérie. Ta Varenka doit en voir de toutes les couleurs, ajouta-t-il. Oh, ces dames malades. Oh, non, papa, riposta Kitty avec chaleur. Varenka l'adore. Et elle fait tellement de bien. Tu peux demander à n'importe qui. Tout le monde les connaît, elle et Aline. Peut-être, dit-il, en serrant le bras de sa fille contre lui. Mais il vaudrait mieux que personne ne le sache. Kitty se tut. Non parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle ne voulait même pas communiquer à son père ses pensées secrètes. Pourtant, chose étrange, bien qu'elle eût résolu de ne pas se laisser influencer par son père, de ne pas lui livrer l'accès de son sanctuaire, elle sentit que l'image sublime de Madame Stahl, qu'elle avait portée dans son cœur tout un mois, s'était évanouie sans retour, comme une forme qu'on prête à un vêtement abandonné et qui disparaît lorsqu'on comprend la disposition de l'étoffe. Il ne restait plus qu'une femme courtaude qui gardait le lit parce qu'elle était mal faite et tourmentait la douce Varenka lorsque celle-ci ne lui glissait pas son plaid sous les jambes comme il fallait. Et aucun effort d'imagination ne pouvait plus ressusciter l'ancienne Madame Stahl.